Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur l'agriculture, avec notre dossier du jour qui sera consacré aux conséquences des aléas climatiques sur les activités agricoles sur le continent. Au programme également de cette émission, l'Assemblée des États partie au statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, s'est ouverte ce mercredi. Une assemblée marquée par les départs annoncés de 3 pays africains. Et la bataille de Sirte en Libye s'éternise. Les combattants de l'État islamique continue de résister. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Mouamadou Dia, vous êtes journaliste, bienvenue. Merci. Et avec nous également en face de vous, Monsieur Jérôme Koumba, vous êtes expert en environnement, bienvenue. Merci à vous. Avec nous notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo, bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite l'actualité du jour. L'Assemblée des États partis au statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, s'est ouverte ce mercredi à La Haye. D'habitude, cette assemblée est l'occasion de dresser un bilan des activités de la Cour. Mais cette fois, c'est le départ annoncé de 3 pays africains qui devaient être au cœur des préoccupations. Maria Madramé. Ce pourrait être la dernière fois que les 124 États se rassemblent à la Cour pénale internationale de La Haye. Après les départs en chaîne annoncés du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie, ces pays reprochent à la CPI d'être l'objet de tentatives d'instrumentalisation politique et diplomatique. Les décisions de retrait sont aussi motivées par toutes les critiques dont fait l'objet la Cour pénale internationale et plus particulièrement le bureau du procureur et donc la procureure Bensouda dans le cadre de la gestion des différentes procédures. S'il fallait véritablement promouvoir la justice, elle doit passer dans tous les camps, elle doit passer de manière impartiale et ne pas donner le sentiment d'une lecture politique et partisane. Étant observé que des crimes contre l'humanité, il n'y en a pas qu'en Afrique, il y en a aussi à travers le monde et malheureusement la voix beaucoup se focaliser sur l'Afrique et toujours de manière partisane. Donc ça dresse nécessairement et ça laisse nécessairement un sentiment de discrédit. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a dû motiver un certain nombre de ces États. Les défenseurs de la CPI, quant à eux, ne lâchent pas prise. Pour ces derniers, le droit est respecté. Et même en quittant la Cour pénale internationale, ces pays ne sont pas à l'abri de poursuites. Ils ont sans doute compris qu'en réalité, le départ de la Cour pénale internationale aujourd'hui ne règle rien, ne change rien, puisque, comme vous le savez, il y a 3 modes de saisine de la Cour pénale. Donc la Cour pénale peut s'autosaisir, elle peut être saisie par les États partis, elle peut être saisie par le Conseil de sécurité. Si ces États-là partaient de la Cour pénale aujourd'hui, les dirigeants peuvent toujours être poursuivis, soit par une saisine du Conseil de sécurité, soit par une autosaisine de la Cour pénale elle-même. Donc la démarche de partir de la Cour pénale aujourd'hui, elle est superfétatoire. Ces États ont simplement compris. Les 124 États membres de la CPI ont jusqu'au 24 novembre pour faire le bilan annuel des activités de la Cour et évoquer les perspectives d'avenir de la justice internationale. Mais cette année, avec les départs annoncés du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie, l'avenir est en demi-teinte et rien ne dit que les départs vont s'arrêter à ces 3 pays. Mouamadou Dia, aujourd'hui, la Russie vient d'annoncer son intention de retirer sa signature du traité fondateur de la CPI. Donc il n'y a plus que les 3 pays africains dont on vient de citer les noms qui veulent se retirer de la Cour pénale internationale. Il y a un véritable manque de confiance aujourd'hui, une crise de confiance dans la CPI. Et qui est parfaitement compréhensible puisque cette Cour, effectivement, s'acharne un peu sur les pays africains. Et on ne comprend pas pourquoi, d'ailleurs, au départ, des grands pays comme les États-Unis, la Chine, mais aussi l'Arabie Saoudite, l'Iran, ont refusé de faire partie de cette Cour. Voilà, ils ont signé mais ils n'ont pas ratifié. Voilà, ils ont refusé de ratifier. Et la Russie avait signé, maintenant elle retire même sa signature. Ce qui veut dire donc qu'elle-même, elle ne signera jamais. Donc cette Cour n'a plus, disons, pour ainsi dire, de pertinence, en tout cas internationale. Alors dans ce cas-là, il faut bien en faire, disons, le procès, il faut faire le procès de cette Cour. Et pour les pays africains, imaginez d'autres voies alternatives, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps au Sénégal pour juger le président Hissène Habré. Il y a des formules comme ça qui pourraient être trouvées. Et le retrait est la seule solution ? Moi, je pense que oui. Je pense que les pays africains doivent quitter cette Cour. Moi, c'est mon point de vue. Jean-Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Dia? Est-ce que le retrait est la seule solution? Est-ce que le départ de ces pays africains est inéluctable?
Ce départ-là est inéluctable. Je suis tout à fait d'accord avec notre invité, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le déroulement sur les procès de la CPI, sur ces procès-là, vous avez uniquement les pays africains, alors que les pays africains ont pris l'initiative de pouvoir créer une Cour pénale internationale africaine. Ce qui est logique. Pour moi, c'est un début de mouvement de retrait qui se justifie tout simplement. Pourquoi? Comme l'a dit notre invité là tout à l'heure, il n'y a pas uniquement en Afrique que vous avez des crimes contre l'humanité. Nous vivons aujourd'hui, si vous voulez, la déstabilisation de l'Afrique part de quoi? Part de l'action, si vous voulez, des États occidentaux qui déstabilisent l'Afrique en tant que telle. Mais combien avez-vous, si vous voulez, des chefs d'État occidentaux qui ont été, si vous voulez, poursuivis à la CPI pour avoir déstabilisé un pays comme la Libye, pour avoir déstabilisé différents pays africains? Vous avez les États-Unis qui ont commis, si vous voulez, certains actes qui aujourd'hui, à travers l'histoire, nous prouvent que ces actions-là étaient des actions injustifiées. On avait bombardé, si vous voulez, l'Irak à un certain moment en nous disant que si vous voulez, vous avez des armes de destruction massive. Et in fine, quelques années après, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'il n'a jamais existé d'armes de destruction massive. C'était tout simplement une volonté, si vous voulez, d'un État aujourd'hui qu'on peut citer, qui est les États-Unis, de pouvoir intervenir en Irak à travers, si vous voulez, des intérêts économiques. Donc à partir de là, si on peut mettre sur la balance des destructions, par exemple, qu'un pays comme l'Iran a subi, on met ça sur la balance des destructions humanitaires, des destructions physiques. Et comment est-ce qu'on les évalue? Aujourd'hui, les États-Unis devraient être, comment dirigés la CPI. Vous avez des organisations qui ont essayé, qui ont tenté, si vous voulez, d'attaquer le président Bush. Mais étant donné que les États-Unis n'ont ni signé, ni ratifié, si vous voulez, le traité, donc à partir de là, ces gens-là passent par les mailles du filet et ce sont que les pays africains sur lesquels on tape. Oui, Jérôme Koumba. Oui, je partage l'avis de mes deux confrères parce que je crois que l'Afrique est en train de rentrer dans une riposte par rapport à un constat d'une justice qui semble être à deux vitesses, en fait. Je crois qu'il faut aller dans le sens de ce qui s'est passé au Sénégal. Le procès Hissène Habré peut être le premier pas pour amener les pays africains à rentrer dans une sorte d'autonomie judiciaire. Voilà, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Que l'Afrique, elle juge elle-même l'Afrique? Oui, il me semble. Alors justement, Mohamedou Dia, le président Sidiki Kaba de l'Assemblée générale des États parties du statut de Rome, lui parle de réforme, explique qu'on pourrait faire des choses pour améliorer justement le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier cette voie plutôt que le retrait? J'attends de voir ces propositions. En tout cas, pour ce qui est du constat, il y a un acharnement sur les pays africains qui n'est pas acceptable, puisque d'un point de vue philosophique, quand on parle de justice, il y a ce qu'on appelle l'équilibre, la recherche en tout cas de l'équilibre. Et il ne peut pas y avoir une justice à deux vitesses, une pour les Africains et une autre pour les autres. On parle des pays africains, on ne parle jamais des autres pays où les droits de l'homme sont bafoués, mais quotidiennement. Et qui sont en Asie, pour ne citer personne, en Europe aussi d'ailleurs. Est-ce que les droits des immigrés dans les pays européens sont respectés? Mais non. Et est-ce que ces immigrés ont des recours sur le plan judiciaire? Non, puisqu'ils n'ont pas de papier, ils doivent tout subir. C'est pas normal. Même la personne qui est en prison a des droits. Il n'a pas le droit d'être en liberté, mais il a des droits dans les prisons où il se trouve, l'individu concerné. Donc, c'est ça le problème de la CPI. Ensuite, et surtout, il y a ce refus, mais dès le départ des États-Unis, qui sont quand même la première puissance mondiale, avec la Chine, d'intégrer. Et en même temps, dans le cas des États-Unis, non seulement ils ont refusé, mais ils font la promotion de la CPI. Ils disent oui, la CPI c'est très bien, mais si c'est très bien, venez-y. Ça ne doit pas être très bien pour les autres et pas pour vous. Alors, voilà, quand on prêche par l'exemple. Merci. Dans l'actualité également, en Libye, la bataille de Sirte se poursuit. 6 mois après le début de l'offensive par les forces gouvernementales, les combattants de l'État islamique continuent de résister. Et pourtant, la libération imminente de la ville avait plusieurs fois été annoncée. Zahra Mohamed Mouchou. Le 12 mai 2016, le gouvernement d'Union nationale annonçait le début de la bataille de Sirte, ville libyenne située sur les bords de la Méditerranée, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. Les premières semaines sont prometteuses. Les forces reprennent la majeure partie de cette cité conquise en juin 2015 par l'État islamique qui, en s'implantant en Libye, cherche à étendre son influence sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Mais 6 mois après le début de cette offensive, la bataille est encore loin d'être gagnée. Toute la difficulté, c'est de pouvoir éliminer, en tout cas réduire le poids des milices qui compliquent sérieusement encore la situation
en Libye par rapport au processus de pacification avec l'arrivée du nouveau gouvernement d'union nationale. Il y a des divisions qui persistent, il y a des négociations dans les coulisses, mais en tout cas, Sirte reste le lieu géométrique du pouvoir de nuisance de Daesh. Et tôt ou tard, de toute façon, cette résistance, on va en arriver au bout. La guerre contre Daesh s'enlise mois après mois. Éviter de nouvelles pertes et protéger les civils pris au piège dans la ville est l'une des raisons invoquées par le gouvernement. Il y a une volonté de préserver des vies humaines, surtout que ces groupes utilisent la population comme bouclier humain. Cette lenteur n'est qu'une phase, un processus qui va passer parce que, au fond, ce groupe va être anéanti, quelles que soient les conditions, les rapports de force, les bombardements aériens et puis les combats au sol vont terrasser en tout cas ces groupes. Acculé à Al-Ghizal Bahriya dans le quartier numéro 3, l'État islamique refuse toujours de capituler malgré le siège. Mercredi, les forces loyalistes ont annoncé la reprise des frappes aériennes après plus d'une semaine d'arrêt et désormais les djihadistes seraient encerclés dans moins d'1 km² dans Sirte, dernière zone contrôlée par le groupe terroriste sur le territoire libyen. Jean-Marie, cette bataille de Sirte, elle est loin d'être gagnée. Je pense que la bataille est loin d'être gagnée, tout simplement pourquoi? Parce que la stratégie initiale qui a été mise en place n'a pas été la bonne stratégie. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous allez dans un pays et que vous vous dites que le pouvoir qui est en place, il doit être destitué. Mais vous devez prévoir, si vous voulez, en amont, quels sont les moyens, les modalités que vous mettez en place, avec quels acteurs est-ce que vous négociez. On ne va pas, si vous voulez, se dire que on destitue tel ou tel pouvoir qui ne nous plaît pas, mais il faut prévoir l'après, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez des populations qui sont sur place. Et ce sont ces populations-là qui vont subir, si vous voulez, les dégâts collatéraux de ces guerres-là. Donc en amont, quand on intervient chez nous en Afrique, on nous dit on va enlever tel ou tel personnage qui est au pouvoir, mais il faut prévoir, si vous voulez, ne pas regarder uniquement la dimension politique de la chose et la dimension économique, parce que généralement, vous avez dans toutes ces guerres-là, vous avez la dimension économique qui est derrière, les intérêts économiques qui jouent un jeu qui pèse d'un poids qui est relativement important. Donc à partir de là, ce qui se produit en Libye, c'est-à-dire c'est pas du tout étonnant. Nous l'avons vécu, si vous voulez, nous vivons au Soudan, la Somalie. Depuis combien d'années, si vous voulez, ces États ont été déstabilisés? Et aujourd'hui, étant donné que les intervenants qui sont arrivés pour remplacer les gens qui étaient en place n'ont pas prévu, il n'y a pas eu, si vous voulez, de plan B, c'est-à-dire à mettre en place au cas où. C'est-à-dire, vous dégagez les dirigeants qui sont en place. Et nous vivons tout simplement un exemple dans lequel vous avez des populations qui, pendant des décennies et des décennies, continuent de subir, si vous voulez, les conséquences de ces guerres-là, qui sont généralement d'initiatives externes et non jamais internes. Mohamedou Dia, c'est la multitude des forces en présence qui pose problème en Libye? Oui, exactement. C'est comme vient de dire mon ami et collègue. Il y a une déstabilisation généralisée de ce pays depuis la chute de Kadhafi en 2011. Et donc, finalement, on ne sait plus où est le pouvoir réel. Bon, il y a El Sarraj qui est donc soutenu par la communauté internationale. Mais il y a le général Haftar qui est donc dans cette partie où se trouve Sirte. Et ensuite, il y a le sud qui est complètement déstabilisé. Il y a les tribus qui ont recouvré ou retrouvé du punch, pour ainsi dire. Et parce qu'au départ, ces pays étaient des pays de tribus. Et il y avait un pouvoir assez fort, celui du colonel Kadhafi, qui a pu en faire un État-nation, pour ainsi dire. Mais voilà, cette déstabilisation, ça ne veut pas dire que le régime de Kadhafi était excellent ou le meilleur qui soit. Mais en tout cas, ce régime réussissait à maintenir le pays uni. Et là, qu'il n'est plus là, on assiste donc à ça, donc à cette désunion, à cette explosion. Et comme il l'a dit, il n'y avait pas de plan B. Donc, comme en Irak, les forces occidentales interviennent et ne planifient pas la sortie et l'organisation d'après. Voilà le problème. Et il est difficile de résoudre ce problème en ce moment.
Alors oui, Jean-Marie. Surtout que là, je voulais dire, Fanny, si vous voulez, vous avez les conséquences, comment dirais-je, qui sont des conséquences qui vont au-delà de la Libye. Aujourd'hui, quand on est en train de vous parler du Mali, si vous voulez, le fait que vous avez ce Daesh-là qui s'étend, c'est lié à quoi? C'est lié à l'impréparation du départ. L'impréparation du départ, c'est-à-dire on n'a pas mis en place une stratégie qui permette, c'est-à-dire de réunir toutes les parties, si vous voulez, qui sont dans l'opposition, si je puis m'exprimer ainsi, pour que ces partis d'opposition-là puissent assurer, si vous voulez, la relève du gouvernement, si vous voulez, qu'on destitue. Et vous avez des conséquences collatérales qui sont quoi? On va se retrouver avec les armes de la Libye, qu'on va déstabiliser le Niger, on va déstabiliser le Burkina Faso. On a vu les attentats un peu partout, mais c'est parti de quoi? C'est parti de la Libye, tout simplement. Merci, messieurs. Nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom.